les deux principaux thèmes de ce S3R ENR. Donc historiquement, il y a un premier S3R ENR en Bourgogne qui avait été validé en 2012. Il a été adapté en 2019, 2020, 2021. À la fusion Bourgogne-Franche-Comté, donc il y a eu ensuite, un peu tardivement après la fusion, un S3R ENR BFC qui a été validé en mai 2022. Dès 2023, il y a eu une adaptation de celui-ci. Et là, en fait, on arrive grosso modo à une capacité en fait, qui est de l'ordre de 50%, qui est enfin raccordée sur le réseau. Donc, il y a 50% de la capacité d'accueil qui est déjà raccordée. Et donc, ça nécessite qu'on lance un renouvellement de ce schéma. Et RTE a lancé cette campagne de renouvellement le 1er octobre 2024. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce S3RNR et pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire des travaux sur notre réseau existant? Alors historiquement parlant, on a un réseau qui est dit descendant, avec d'un côté une production très centralisée du nucléaire, de l'hydraulique, des centrales thermiques ultra centralisées, et qui injecte du courant sur un réseau de transport qui est exploité par RTE. Donc c'est un réseau dit HTB, 400 000 volts, 225 000 volts, 63 000 volts. Ensuite, par l'intermédiaire d'un poste source, on arrive sur le réseau de distribution et sur le réseau HTA, du 33 000 volts, du 20 000 volts, du 15 000 volts. Ce réseau de distribution est exploité en grande partie par Enedis. Et puis ensuite, par le biais de transformateurs, on arrive sur le réseau basse tension, donc le courant qu'on a tous chez soi, donc du 400 volts tri ou du 200 volts, 230 volts monophasé. Et tout au long en fait, de ce réseau, on ne faisait jusqu'à présent que gérer de la chute de tension. C'est-à-dire qu'entre le réseau de transport et la distribution, on abaissait la tension de 400 000 à 20 000, par exemple. Et même sur le réseau basse tension, quand on partait du transformateur, on partait éventuellement à 230 volts, puis quand on tirait un câble de 20, 50, 100 mètres, 200 mètres, au bout du câble, on arrivait éventuellement à 210 volts. Et donc, on passait de notre temps en fait, à gérer de la chute de tension. Donc ça, c'était avant. Mais depuis le développement des énergies renouvelables, dont la principale particularité est qu'elles sont décentralisées, eh bien, on va voir arriver sur le réseau basse tension des installations photovoltaïques qui vont se raccorder, par exemple, des installations photovoltaïques en toiture qui vont venir se raccorder sur ce réseau-là. Sur le réseau HTA, on peut avoir des parcs photovoltaïques de puissance un peu plus importante. Et puis, on peut venir aussi se raccorder sur le réseau de transport à partir du moment où on a plus de 17 MW de puissance avec, par exemple, des parcs éoliens. Et le raccordement en fait, de ces installations sur le réseau a pour conséquence en fait, d'augmenter la tension sur le réseau. Alors, parfois, c'est positif parce que ça va soutenir le réseau. Donc ça va l'aider, mais parfois cette élévation de tension va être trop importante et ça va nécessiter en fait de réaliser des travaux sur le réseau, d'où l'existence de ce schéma régional de raccordement des énergies renouvelables. Alors, pourquoi également ce S3RENR? C'est que à l'origine, on raccordait en fait des installations de production sur le réseau à moindre coût tant que le réseau tenait. Donc on en raccorde une, on en raccorde deux, on en raccorde trois, le réseau tient, on les raccorde à moindre coût. Et puis à la quatrième, et bien, en fait, on a une élévation de tension qui est trop importante et on a besoin de renforcer le réseau. Et donc du coup, on va demander au producteur de payer son renforcement, de repayer son câble et son renforcement. Et une fois que le renforcement est fait, peut-être que d'autres projets vont pouvoir se raccorder dessus et de nouveau permettre l'accès à d'autres projets à moindre coût. Donc, ça veut dire que dans l'histoire, il y en a un qui paye pour tous les autres. Donc déjà, c'est injuste. Et ensuite, ça peut être bloquant parce que celui qui doit payer, il doit payer des fois une somme trop importante. Et du coup, son projet ne se fait pas et le développement des ENR est bloqué. Donc, le schéma, le S3R ENR, il permet d'arrêter une puissance en fait, à raccorder à l'horizon 10-15 ans. Donc, on va arrêter une puissance de production à raccorder sur le réseau. Ensuite, on va définir les travaux nécessaires pour pouvoir raccorder cette puissance et on va les budgétiser. Une fois qu'on a budgétisé ça, ça va nous permettre d'établir une quote-part
en euros par mégawatt que tous les producteurs devront payer. Alors, en plus du coût réel de raccordement au réseau, c'est-à-dire en plus du coût du câble pour aller se raccorder sur le réseau, ils vont payer en plus cette quote-part qui correspond à des coûts indirects en fait, de renforcement. Et ce S3RNR, il va déterminer ensuite des capacités d'accueil par poste source. Et ce sont des capacités d'accueil qui sont administratives et qui sont transférables. Je m'explique, c'est que, imaginons 4 postes sources au sud, 4 postes sources au nord, et que tous les projets de production d'énergie renouvelable se raccordent au sud, et qu'à un moment donné, on sature ces postes au sud, eh bien, on va aller prendre de la capacité d'accueil du nord, et on va l'affecter au sud pour continuer de développer ces projets au sud. Donc ça peut avoir aussi un inconvénient, mais on ne rentrera pas dans le sujet aujourd'hui. Alors, voici une planification en fait de ce renouvellement. La première phase de ce renouvellement, c'est un recensement de projet. Donc c'est RTE qui est à la manœuvre pour ce renouvellement et il demande à ce qu'on recense le plus de projets possible en Bourgogne-Franche-Comté. Donc là, on va s'occuper déjà, nous, de la Saône-et-Loire. Et ensuite, il va y avoir, à partir de ce gisement brut qui a été identifié, il va y avoir des petits calculs de la part de RTE pour arriver à un gisement net. Et il va y avoir une saisine du préfet qui va arrêter une puissance à l'échelle régionale. Et à partir de là, on va commencer à faire tous les calculs sur les travaux nécessaires pour accepter ces installations-là. Et puis, dans 10 mois, dans 3 mois, dans 12 mois, on va finir par élaborer complètement le S3RNR. Mais le recensement de projet, il se termine au 31 décembre 2024. Et donc, c'est pour ça qu'on vous sollicite aujourd'hui, parce que RTE, pour l'instant, ne sollicite que les développeurs de projets. Et nous, on identifie que ça, c'est un peu problématique, parce que ça peut engendrer un biais. Alors, pourquoi ? Parce qu'on a une situation assez inégale sur la Saône-et-Loire en termes de capacité d'accueil. Donc ça, c'est une carte de la Saône-et-Loire où chaque petit point bleu représente un poste source. Et le cercle autour de ce point bleu, c'est un rayon de 10 km autour de ce poste source. C'est extrêmement empirique, ce que je vais dire, pas toujours vrai, mais statistiquement parlant, on va partir du principe que les développeurs vont aller prospecter du foncier à l'intérieur de ces cercles bleus en priorité, parce que c'est là où on peut se raccorder le plus facilement sur le réseau et on peut se raccorder le plus facilement au poste source. Ça veut dire qu'on a quand même beaucoup de zones et beaucoup de communes qui sont en dehors de ces cercles bleus et sur lesquels les développeurs ne vont pas venir spontanément. Donc, si on n'interroge que les développeurs qui, spontanément, vont plutôt à l'intérieur des cercles bleus, eh bien, en fait, on va conforter l'idée que le besoin n'existe qu'à l'intérieur de ces cercles bleus. Et donc, RTE va faire des travaux que pour améliorer la capacité d'accueil à l'intérieur de ces cercles bleus. Ça veut dire que toutes les communes qui sont en dehors risquent de ne pas voir leur capacité d'accueil augmenter. Donc voilà, ça c'est le premier biais qu'on identifie, c'est-à-dire ne interroger que les développeurs, ça peut être risqué. Et pour les communes, le problème c'est qu'elles ne peuvent pas choisir l'endroit où elles vont développer leur projet. C'est essentiellement avant tout sur leur commune. Donc elles subissent les capacités d'accueil. Et le résultat que ça peut engendrer pour les communes, c'est que celles qui sont à l'intérieur du cercle bleu et au plus proche des postes sources verront plein de projets se développer chez eux, ce qui peut, à terme, provoquer un risque de saturation visuelle et une diminution de l'acceptabilité des projets, si tous les projets se concentrent autour de ces postes sources. Et à l'inverse, les communes qui sont à l'extérieur de ces cercles bleus, elles auront de la difficulté à développer leurs projets et elles ne bénéficieront pas en fait de toutes les retombées économiques locales de ces projets d'énergie renouvelable. Donc si à un moment donné, on ne fait pas ce travail d'identifier les projets sur tout le territoire, et vous avez fait l'année précédente un travail extraordinaire vis-à-vis des aides AER, pour lesquels probablement il n'y a pas encore de développeurs qui sont identifiés.
Donc ces développeurs-là ne pourront pas remonter l'information de ces ZER. Donc, en fait, il est important que tout le travail que vous avez fait jusqu'à présent sur les ZER, on puisse le reporter chez RTE et dire, attention, là aussi, il y a des projets qui existent. Pour l'instant, il n'y a que la commune qui le connaît, il n'y a pas de développeur, mais voilà, il faudrait le prendre en compte. Voilà, il y a une règle approximative. L'autre effet peut-être néfaste ou pas, en fait, vis-à-vis de ces cercles, c'est que ça ne veut pas dire qu'aucun projet en dehors des cercles ne peut être réalisé, mais ça veut dire qu'il y aura des très gros projets qui vont être réalisés pour pouvoir amortir le coût du raccordement au réseau. C'est-à-dire que ces communes qui sont en dehors des cercles risquent de voir déboucher des projets que de 20 hectares, 30 hectares, 50 hectares pour pouvoir amortir le coût du raccordement. Et on sait que ces gros projets auront une acceptabilité un peu plus faible que des projets de 5, 10 hectares ou 15 hectares. Donc voilà, en fait, pour nous, le biais de la méthode de RTE, et c'est pour ça aujourd'hui qu'on vous sollicite et on vous alerte là-dessus pour vous dire, bah, il y a peut-être un travail à faire de votre part pour dire que vous existez et que vous avez également des projets. Alors, quels sont les projets qu'il faut recenser avant le 31 décembre? Alors, c'est une erreur de ma part, désolé, c'est avant le 30 décembre à 17 h, pour être exact. Mais il faut recenser uniquement des projets de production d'électricité. Donc, c'est essentiellement de l'hydraulique, de l'éolien, du photovoltaïque, et plus rarement des projets de biomasse et de biodégradation de déchets qui produiraient de l'électricité. Voilà, donc ça existe, mais c'est un peu plus rare. Il faut recenser uniquement des projets supérieurs à 250 kVA, ou 250 kW. Le diffus, tout ce qui est en dessous de 250, sera géré différemment, autrement, par Enedis lui-même. Il faut recenser uniquement des projets pour lesquels il n'y a pas de développeur identifié. Si vous avez un projet où il y a déjà un développeur identifié qui travaille dessus, assurez-vous simplement que lui va bien déclarer ce projet sur la plateforme de RTE, mais ne le déclarez pas vous-même, sinon il va y avoir des doublons qui vont être un peu problématiques à gérer. Et quel que soit le stade d'avancement de votre projet, même s'il n'est qu'au stade de l'idée ou au stade de la ZAER, on peut le déclarer sur la plateforme RTE. Donc ça, moi j'ai posé la question à RTE avec Benjamin Boutin, on était en réunion avec eux, et ils nous ont dit il n'y a pas d'état d'avancement minimum pour déclarer un projet. Et pourquoi il faut le faire? Parce que de toute façon, RTE va appliquer une pondération sur la puissance du projet en fonction de son état d'avancement. Donc vous, du coup, les projets que vous allez devoir identifier seront essentiellement en stade prospection, donc l'état d'avancement le plus bas. Et il est probable, en effet, que RTE ensuite applique une pondération de, je ne la connais pas, mais de 50 ou 20% sur la puissance que vous allez déclarer. Parce qu'il y a peut-être qu'ils estiment qu'il n'y a que 50% ou 20% de chances que le projet aille réellement jusqu'au bout. Alors, voici un petit abac pour vous aider à définir qu'est-ce que c'est qu'un projet supérieur à 250 kVA, parce que ce n'est pas inné. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais voilà, on est parti sur le photovoltaïque, des différentes typologies de projets que vous pourriez avoir. Donc, si vous avez une toiture inclinée, ben, il faut que le pan soit supérieur à 1500 m² pour que votre projet fasse plus de 250 kVA. Si vous êtes sur une ombrière de parking, ben, il faut que le parking, tout compris, voire y compris, soit supérieur à 2500 m² ou 85 places. Si on est sur un projet agri PV, il faut qu'il soit supérieur à 5000 m² pour qu'il fasse plus de 250 kVA. Pour l'éolien, bah, à partir du moment où votre éolienne elle fait plus de 28 mètres de hauteur au moyeu ou plus de 50 mètres en bout de pale, votre éolienne, il y a de fortes chances pour qu'elle fasse plus de 250 kVA. Et puis pour l'hydraulique, alors je ne suis pas un spécialiste, j'espère que je ne me suis pas trompé, mais voilà, il y a un petit calcul un peu plus complexe, qui tient compte à la fois du débit de la rivière et de la hauteur de chute. Mais voilà, vous avez une petite formule qui vous détermine à partir de quel débit et quelle hauteur de chute on dépasse 250 kVA. Donc voilà pour ce petit abac qui va vous aider à définir les projets qu'il faut recenser. Alors ensuite, comment recenser son projet? Alors, il y a une première étape qui consiste à créer son compte, qui se divise en 3 sous-étapes. La première, très simple, créer un compte sur le site service-rte.com avec un nom, prénom, une adresse mail et un mot de passe.
Faites en sorte que le nom, prénom et l'adresse mail qui va être saisi soit le même que le premier administrateur que vous souhaiterez déclarer par la suite. Donc, quelqu'un qui est habilité à saisir ces projets-là. Une fois que votre compte est créé, donc ça c'est quasiment instantané, vous allez demander un numéro d'EIC, alors c'est un Energy Identification Code, sur le même site. Vous allez demander un numéro d'EIC à RTE, donc il y a une procédure, elle est un peu plus détaillée en annexe, mais vous allez saisir le nom de l'entité, l'adresse, la personne à contacter, le code TVA et la description de l'entité. Et sous 3-4 jours, vous allez obtenir ce numéro d'EIC. Dans la procédure, à un moment donné, il faudra vous déclarer comme producteur. Alors, c'est tout en anglais sur leur plateforme, parce que c'est aussi une plateforme qui est européenne, qui est internationale. Donc, il faudra vous déclarer comme producer. Ça sera un peu plus expliqué en annexe. Et puis la troisième étape, une fois que vous avez votre numéro de IC, ça va être d'envoyer un mail à l'adresse qui est ici, rte-fc-accès déclaration gisement-ENR, en demandant d'habiliter un premier administrateur. Donc là, il vous faudra le nom de la collectivité, le numéro de sirène, le numéro de SIRET de la commune, le code UIC obtenu précédemment, le nom et le prénom et le mail du premier administrateur souhaité. Et là, sous 2 semaines, 3 semaines, vous allez recevoir un mail de validation de la part de RTE. Et là, vous aurez cette fois-ci accès à la plateforme de recensement. Donc ça, c'est l'étape 2 ensuite. Une fois que vous avez fait cette procédure de création de compte, vous allez vous connecter de nouveau sur le site service-rte.com avec le mail et le mot de passe du premier administrateur que vous avez déclaré plus tôt, et vous allez avoir accès à votre déclaration de projet. Alors, soit une déclaration unitaire, si vous en avez qu'un, vous allez saisir page par page les données de votre projet, soit une déclaration en masse, où là, en fait, vous aurez à saisir un fichier Excel, un fichier .csv exactement, avec tous les projets que vous avez et que vous pourrez importer en une seule fois sur la plateforme. Donc voilà pour la procédure de recensement des projets. On vous invite fortement à faire vous-même, en fait, cette campagne de recensement et à recenser vous-même, en fait, vos projets sur la plateforme. Si vous trouvez ça vraiment trop lourd ou que vous y êtes pris un peu tard et qu'au 30 décembre, vous n'avez toujours pas de compte ou vous n'avez toujours pas la possibilité de saisir, on offre avant le 30 décembre, du coup, avant le 30 décembre, et laissez-nous un peu de temps aussi, parce que on vous offre la possibilité éventuellement de saisir les données sur le fichier Excel, de nous transférer ce fichier Excel, et nous, on importera les données sur la plateforme de RTE, parce que nous, on a réussi là, on a anticipé un peu, mais on a réussi à créer un compte, et on a accès à cette plateforme aujourd'hui de recensement. Le fait qu'on le fasse nous, ça pose 2 problèmes quand même. Il vaut mieux que ça passe par nous plutôt que ça ne soit pas fait du tout. Mais un problème de confidentialité, c'est-à-dire que vous êtes à un stade où normalement le projet il est connu de personne et vous n'avez peut-être pas envie qu'il soit connu. Donc le fait de transférer des données peut générer des pertes de confidentialité. Et le deuxième problème, c'est que au fur et à mesure que ce projet va évoluer, pour le faire évoluer sur la plateforme, vous devrez passer par nous pour le faire évoluer. Donc, admettons qu'un jour, il y a un développeur, peut-être qu'il faudra passer par le CIDEL pour le faire évoluer, ou alors, éventuellement, il faudra que le développeur crée son projet et que nous, on l'annule. Mais du coup, vous allez devoir avoir des échanges, même après le recensement avec le CIDEL, pour modifier, en fait, ce projet-là. Donc, voilà les 2 petits soucis, inconvénients que ça a de passer par nous. Voilà, donc si vous avez la possibilité, faites-le quand même en direct. Et puis, voilà, un petit focus, parce que dans le recensement de projet, vous aurez alors bien sûr à saisir la puissance exacte de votre projet.
Donc, vous ferez simplement une règle de 3 avec la BAC que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Donc, si pour un projet d'agri-PV, il faut être supérieur à 5000 m² pour être supérieur à 250 kVA, à partir du moment où vous avez 5 hectares, du coup, il faut 2 mégas et demi. Votre projet fera à peu près 2 mégas et demi. Donc, c'est la puissance du projet, il faudra la saisir réellement sur la plateforme RTE. Et puis ensuite, on vous demande le plus possible de renseigner la façon dont va se raccorder votre projet. Donc ça, si vous n'êtes pas sachant, c'est un peu compliqué. Donc on vous donne quelques tuyaux. Pareil, c'est empirique. Ce n'est pas une règle complètement sûre à chaque fois. Mais si votre projet est supérieur à 250 kVA et inférieur à 500 kW, éventuellement, il peut se raccorder sur le réseau basse tension. S'il est inférieur à 17 MW et supérieur à 500 kW, il va se raccorder sur le réseau HTA. Et quasiment c'est systématique, à partir du moment où il est supérieur à 17 MW, il va se raccorder sur le réseau de transport, sur le réseau HTB. Et puis, vous aurez à saisir un état d'avancement en fait de votre projet. Donc, vous, normalement, dans la position dans laquelle vous êtes, vu que vous n'avez pas de développeur, l'état d'avancement qu'il faudra saisir, ça sera prospection. Donc, sauf si vous êtes éventuellement maître d'ouvrage d'une opération, c'est-à-dire que vous créez vous-même votre projet de photovoltaïque, donc vous n'avez pas de développeur, donc là, mettez l'état d'avancement réel en fait, du projet. Donc voilà pour cette présentation du S3R ENR. Alors, je vais vous laisser la possibilité de poser des questions. À la suite, en fait, c'est une annexe où on vous explique le pas à pas pour créer un compte, pour demander un numéro d'IEC. Donc, c'est des pages écran, en fait, c'est des copies de pages écran pour que vous puissiez savoir dès maintenant, en fait, à quoi vous attendre quand vous allez créer un compte, demander un numéro d'IEC et recenser votre projet. Je le déroulerai éventuellement si vous avez besoin. Ça vous servira plus, vous, en commune, en tant que support, parce qu'on va mettre ce diaporama en ligne hein, sur notre site Internet. Mais voilà, on va vous laisser poser des questions si ce n'est pas très clair ou si on n'est pas assez rentré dans le détail. Oui, Monsieur Maya. Oui, bonjour. Merci beaucoup tout d'abord pour toutes ces explications très claires. Et merci aussi d'elle d'organiser ça parce que ça peut nous être utile. Ma question est la suivante. Bon, je connais à peu près ce qui va se passer au niveau de la municipalité. Par contre, je ne sais pas vraiment ce que vont faire d'autres habitants de la commune et en particulier des représentants du monde agricole. Je vais prendre un exemple. Sur cette année, en 2023, j'ai deux opérateurs agricoles qui ont réalisé des installations photovoltaïques de 1800 m² en toiture. Mais je n'étais pas averti. Oui. J'ai été averti a posteriori, mais pas, je n'avais pas les déclarations d'intention, etc. Donc, comment ça va se passer justement pour ces particuliers? Alors, vous allez me dire, ils ont un opérateur, mais au début, tout au début, ils ont peut-être simplement l'intention d'eux, ils n'ont pas encore d'opérateur, ils ne savent pas encore, voilà. Et puis, ils ne savent sans doute pas qu'il faut essayer de se préinscrire sur le schéma, etc. Comment faire? En effet, c'est des projets qui potentiellement peuvent passer à l'as. Ce que j'ai pas dit dans ce webinaire-là, c'est qu'en parallèle des 4 webinaires qu'on propose, on organise en fait un après-midi de travail avec les communautés de communes le 4 décembre après-midi et se joignent à cet après-midi de travail la Chambre d'agriculture et la DDT. Donc nous, on a déjà un peu échangé avec la Chambre d'agriculture sur ce sujet-là. Donc on va en effet peut-être en rajouter une couche vis-à-vis de la Chambre d'agriculture pour leur dire, attention, vous avez peut-être aujourd'hui des agriculteurs qui ont des projets sur lesquels il n'y a pas encore de développeurs et qui serait peut-être bon de recenser. Oui, ouais, très bonne remarque. Et puis si on peut même aller plus loin dans la réflexion, il faut bien se dire que ce premier travail de RTE, c'est un travail de recensement de gisements à l'échelle des départements et de la région. Pourquoi on vous alerte aussi là-dessus? C'est que qui dit gisement dit aussi les envies, en fait. On a des exemples dans les deux cas, soit des élus qui n'ont pas de raccordement dans leur secteur et du coup ça les freine dans leur souhait de transition énergétique,
soit à l'inverse des endroits où il y a des développeurs qui avaient par le passé, dans le cadre du précédent S3R, fait monter énormément de gisements et des projets qui ont soit pris du retard, soit peut-être pour certains verront jamais le jour, et qu'il est à notre sens important de croiser ces deux paramètres. Ceci étant dit, entre guillemets, même voilà, Michel en tant que maire, je pense qu'on revient un peu à la question de l'envie et il faut considérer que ce volume qui est déclaré, c'est presque un volume global. Là, on parle de projet, mais mettons que vous ayez 3 projets de toiture de 100 kg, le volume fait bien 300, il faut le déclarer. Donc, on peut très bien se dire qu'à l'échelle de la commune, il y a une envie de faire 1 ou 2 mégas en toiture, qu'elle soit identifiée à date ou pas. Et RTE ne va pas dans un niveau de finesse dans un premier temps pour aller étudier le raccordement en piquage sur chaque ligne, et ainsi de suite. C'est vraiment juste du gisement. Donc, si on sait qu'il y a on va dire une envie, des souhaits au sens large sur un territoire, on n'est pas obligé de déclarer 3 projets de 100 kg qui, du coup, ne rentreraient pas dans le truc, mais on peut très bien dire qu'il y a une envie de faire 300 kg de photovoltaïque toiture qui sont identifiés avec 3 exploitants sur la zone. Et c'est aussi un enjeu, je pense, en termes de déclaration. Voilà. Alors, il est demandé par type d'énergie, donc vous ne faites pas un mix de j'ai un peu de projet éolien, un peu de solaire et puis un petit projet de méthanisation, par exemple, ou de cogénération, du coup, puisque c'est que de l'électricité. Il va quand même falloir les dissocier, mais effectivement, on peut très bien envisager de réfléchir à une échelle un peu plus macro, et d'où l'idée aussi qu'on fasse ce travail avec les EPCI, puisque derrière, il y a quand même un enjeu d'aménagement du territoire à l'échelle même supra-communale, quand même, je pense. Oui, alors avec un petit bémol, mais si vous agglomérez en fait quelques projets, faites en sorte qu'ils soient pas trop éloignés les uns des autres, parce que sur la plateforme, ils vous demandent quand même, si possible, c'est pas obligatoire, mais de saisir les latitudes et les longitudes. Donc, faut pas non plus que ces projets soient trop éloignés, parce que s'ils sont sur 2 postes de transformation différents ou 2 postes sources différents, bon, ça peut fausser un peu la donnée. Mais en effet, il y a cette idée de dire si dans un bourg, voilà, quand on fait la somme des installations photovoltaïques à raccorder, on dépasse les 250 kg, en effet, il faut les agglomérer et les déclarer comme ça. Oui, sachant qu'on ne parle que des travaux, les postes de transfo, ça ne sera pas réglé via le S3R. On parle que des travaux dans les postes sources et les lignes, donc plutôt toute la haute tension. Donc, ça n'aura pas d'incidence sur le réseau Enedis indirectement. Tout à fait, ouais. Il y avait une autre question? Je sais pas mais on vous entend pas par contre. Madame Callot. Madame Callot, ouais, il faudrait remettre votre micro. Il faut juste désactiver le micro. Madame Callot, je ne sais pas si vous nous entendez. Si vous avez problème de micro, peut-être passer par le chat. Ah. Là, vous m'entendez? Oui, très bien. Ah oui, très bien. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis responsable au pôle développement durable de la communauté de communes du Grand Autunois-Morvan. En fait, je voulais savoir comment, au-delà de cette série de webinaires, comment étaient mobilisées les communes sur ce sujet. Là, je vois qu'il n'y a pas énormément de participants. Et comment dire, au niveau de l'EPCI, je ne vois pas comment on pourrait avoir un rôle, parce que nous, on ne connaît pas les projets, les intentions, du coup, pas les projets, mais les intentions des communes. Alors, bien sûr, elles ont défini leurs ZAER, mais finalement, les ZAER, ce ne sont pas des projets, ce sont juste, en fait, les orientations choisies par les élus pour accueillir sur leur commune les systèmes de production d'énergie renouvelable. Mais du coup, voilà, j'ai un peu de mal à voir comment le rôle de l'EPCI là-dessus, peut-être qu'il n'en a pas du tout. En fait. Ah, si. Au contraire, enfin, nous on estime, et si on fait cet après-midi de travail, le 4 décembre avec les EPCI, c'est qu'en fait vous avez, selon nous, un rôle énorme à jouer. Alors moi, mon discours en règle générale, c'est que tous ces projets assez conséquents, pour moi, ça devrait être remonté systématiquement à l'échelle de l'EPCI pour que vous puissiez planifier un peu votre développement d'énergie renouvelable. Ouais. Mais moi, bon. j'ai connaissance des projets qui sont déjà dans les tuyaux, c'est-à-dire où il y a des développeurs qui ont rencontré la commune, qui ont rencontré le PCI,
qui ont présenté leur projet. Donc ça, j'ai une visibilité là-dessus. Par contre, nous, à l'échelle de l'EPCI, on n'a pas connaissance des intentions des communes et des autres acteurs, d'ailleurs, que ce soit des acteurs privés, type agriculteurs, etc. Et donc, je ne vois pas du tout comment on peut… Sachant que pour moi, là, ce que j'ai compris, comme il n'y a pas de développeurs, ce ne sont pas des projets, c'est plutôt des intentions. Donc, c'est un peu compliqué. C'est ça, mais selon nous, en fait, même la simple idée de projet, ou pour nous, le simple fait d'avoir zoné une ZAER mérite qu'on recense ce projet sur la plateforme. Donc, pour moi, en fait, votre rôle aujourd'hui, il va être un peu comme celui du CIDEL aujourd'hui. Ça va être de sensibiliser les communes à ce sujet-là, de les sensibiliser que sur votre zone, peut-être, il y a des communes qui sont en dehors de ces fameux cercles qu'on a dessinés et que ça risque d'être compliqué de raccorder leur projet. Donc, c'est maintenant qu'il faut prendre le train pour dire à RTE, on existe et nous, on a quelques projets sous le coude et il ne faut pas nous oublier quand il faudra faire des travaux de renforcement. Donc, votre rôle, là, immédiat, je dirais, ça va être de sensibiliser probablement les communes. Et puis, peut-être faire un peu comme ce que propose le CIDEL aussi, mais peut-être déjà créez-vous un compte sur la plateforme de RTE parce que vous avez l'info, vous êtes réactif pour permettre à la commune qui s'y est pris un peu tard de recenser par votre biais, en fait, le projet. Ouais, on va retomber dans ce que vous évoquiez, c'est qu'en fait, nous, on a 55 communes. Voilà, on ne travaille pas pareil quand on est une interco de 10 communes que lorsqu'on est 55 communes. Donc, comme vous l'évoquiez, côté CIDEL, c'est de dire, après, voilà, à partir du moment où le projet est administré par le CIDEL ou alors par l'interco sur la plateforme de RTE, ça veut dire que après, la commune devra passer par l'interco si son projet évolue. Je ne vous cacherai pas que, voilà, pour moi, c'est pas le travail de la communauté de communes, ce qui risque d'être chronophage, et c'est vraiment au mairie de s'emparer du sujet, du coup. Oui, du coup, voilà, la première partie de ma réponse, elle va être là, c'est-à-dire sensibiliser le plus possible les communes, de les aider à transcrire leurs ZAER en mégawatts pour pouvoir le recenser sur la plateforme. Moi, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire à partir des ZAER, à partir du moment où elles sont déterminées à l'échelle de la parcelle, parce que je sais qu'il y a certaines communes qui ont zoné toute la commune, par exemple sur du photovoltaïque toiture. Bon, là, on pourra pas, ça sera compliqué d'en tirer quelque chose, mais à partir du moment où on a commencé à zoner à la parcelle, d'en tirer une puissance et de déclarer cette puissance sur la plateforme RTE. Ouais, et en fait, si on fait un pas en arrière pour rappeler un peu l'historique et répondre à votre question, les communes, normalement, dans le schéma RTE, ne sont pas partie prenante de cette concertation et de ce recensement. Les EPCI ont reçu des courriers, si vous voulez. Dans le cadre du précédent S3R qui avait été élaboré, la concertation s'était fait simplement à l'échelle de la région, donc à une échelle très, très macro. Il y a une volonté via ce nouveau S3R de mettre en place, c'est ce qui a été annoncé par RTE, une échelle de discussion un petit peu plus étroite à l'échelle des départements qui serait pilotée aussi et c'est le but d'ailleurs de la réunion du 4 qu'on co-animera, même si la préfecture va faire ses propres animations en parallèle, parce que là il y a la phase de recensement, mais après il y a la phase d'élaboration, de faire ce travail-là à l'échelle départementale. Et les EPCI ont été destinataires du courrier de RTE, chose que les communes n'ont pas reçue. Et c'est d'ailleurs nous tout le problème, quand on en a discuté avec eux à cette réunion de lancement, c'est que on est face à, oui, c'est eux qui sont censés mieux connaître leurs envies, leurs projets, et indirectement, on ne leur demandera pas leur avis. Et c'est là où moi, je rejoins Olivier. Le rôle de l'EPCI, pour moi, il est primordial. D'une part, parce qu'on a quand même beaucoup de communes qui sont des communes rurales avec peu de moyens.
Je ne dis pas que le PCI a forcément des moyens illimités, mais preuve en est, il y a quand même pas mal de chargés de mission dans la plupart des EPCI de Saône-et-Loire. Et pour moi, ça permet quand même de faire un peu de lien, d'avoir, on va dire, localement quelqu'un d'un peu plus sachant sur ces sujets-là, qui puisse aiguiller les communes. C'est vrai que celles qui ont une demi-secrétaire de mairie, voire même moins pour certaines, voilà, ça va être très, très compliqué. Donc il y a un rôle. Et moi, je vois presque cet exercice-là comme les ZAER, ça a juste permis à chacun de prendre conscience de l'importance de ce sujet. On est presque dans la prolongation de toujours ces échanges. Il faut, encore une fois, que les communes, mais indirectement, dans le travail des ZAER, il y avait quand même un débat qui était prévu à l'échelon EPCI. Il faut aussi que les collectivités, et a fortiori celles qui ont la compétence en urbanisme, parce que ce n'est pas le cas de toutes nos EPCI sur le département, mais de la majorité d'entre elles, on sait que, et ça on le répète sans cesse, le document d'urbanisme demain sera un outil qui permettra d'autoriser ou pas certains projets. Partant de là, je vois aussi mal comment le PCI ne peut pas avoir un rôle à jouer quand lui-même va permettre de fixer sa stratégie. On se voit la semaine prochaine sur les sujets agrivoltaïstes. J'étais il y a 10 jours ou 15 jours à la CECM, ils ont les mêmes réflexions, ils veulent plutôt interdire l'agrivoltaïsme. Enfin voilà, ce que je veux dire, c'est que je vois que tous les EPCI ont aussi la même réflexion sur qu'est-ce qu'ils veulent pour leur territoire et se posent ces questions-là. Et pour moi, forcément, vous avez aussi un rôle de pilote à une échelle un peu plus macro pour permettre de donner peut-être demain une ligne directrice, même si j'entends qu'à 55 communes, c'est peut-être pas toujours évident. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour se substituer comment dire, aux démarches administratives, parce que là, effectivement, on crée un compte RTE et puis effectivement, après, rentrer des données. Je ne vous cacherai pas que pour nous, ça risque d'être très chronophage. Alors effectivement, travailler avec les communes sur la stratégie, c'est une chose, mais se substituer à elles pour après, effectivement, sur le volet entrée des données sur la plateforme RTE, ça va être très compliqué pour nous. Oui, après, je ne suis pas sûr que ce soit si chronophage que ça. Ce qui va être chronophage, ça va être de les solliciter, de travailler avec elles sur, pour les aider à établir combien de mégawatts leur projet fait. Après, en fait, il faut aussi les responsabiliser et envoyer. Nous, ce qu'on risque de faire, c'est d'envoyer le fichier Excel. Elles vont remplir le fichier Excel. Ah oui, vous aurez un rôle d'agglomération en fait de tous ces fichiers Excel en un seul, et après vous allez déposer ce fichier Excel sur la plateforme de RTE. Donc le process administratif en lui-même, il est peut-être pas si chronophage que ça. Ce qui risque d'être chronophage, c'est peut-être d'appeler une par une les communes pour travailler avec elles sur ce qu'elles ont fait en termes de ZER et de convertir leur surface en mégawatts. En fait, si on revient un peu presque sur la carte tout à l'heure, et bon, on va pas faire un épiphénomène là de la CCGAM, c'est pas le but de faire l'analyse, mais par contre, je pense qu'à la réunion du 4, il faudrait presque qu'on essaie de prévoir une présentation par EPCI, mais on se rend compte qu'on a des situations qui sont très diverses aussi en fonction des EPCI de Saône-et-Loire. À l'échelle de la CCGAM, ben voilà, plus on se rapproche du Morvan, mais c'est pas c'est pas spécifique à la Saône-et-Loire. On sait qu'il y a le même problème côté Côte d'Or et puis côté Nièvre. C'est un trou en termes de réseau. Donc pour moi, la question, par exemple, se pose est-ce que là-bas, il y a des envies de projet et est-ce que du coup, il va falloir qu'on pousse, puisqu'on ne l'a pas dit, mais plus on va pousser aussi un nombre de projets, plus le risque afférent, c'est celui d'une augmentation de la quote-part. Donc au bout d'un moment, il y a des arbitrages qui seront faits par le gestionnaire de réseau de savoir est-ce que ces investissements-là sont justifiés par des réelles envies, une réelle quantité de projets qui peut voir le jour ou pas. Et pour vous donner un exemple très concret, dans le cadre du précédent S3R, donc, puisque c'est à l'échelle de la région, il y avait une antenne qui était prévue entre la vallée du Doubs pour remonter sur la Haute-Saône, qui en termes de réseau, c'est avec la Nièvre, les deux départements qui sont les parents pauvres de la région. Ce projet à lui seul, c'était 10 000 euros par mégawatt de quote-part en plus, sachant qu'elle en fait 70 000 euros. On voit le seul projet, on va dire là, de construction de cette ligne-là, ce que ça représentait comme surcoût à l'échelle de toute la région pour tous les projets de la région.
À l'inverse, et moi je l'avais dit en réunion, on sait qu'aux confins sur notre département, entre le Clunisois, entre Saône-et-Garonne et la Sud-Côte chalonnaise, il y a la 45000 qui passe et qui croise une 225. Il y a un poste qui est un poste RTE, donc de très très haute tension, sur lequel on ne peut pas raccorder des projets d'énergie renouvelable, à moins qu'ils soient gigantesques, de plusieurs centaines d'hectares. Ce n'est pas forcément le but non plus. Bah là, on sait que l'implantation d'un poste coûterait moins cher. Donc il y a aussi un enjeu que nous, on rencontre les gestionnaires de réseau le 17 décembre. C'est pour ça qu'en termes de temporalité, on a aussi fait les choses comme ça. Pas pour discuter que du S3R, mais ça sera forcément l'un des sujets. Il faut qu'on arrive à avoir des billes pour échanger avec lui sur quelle sera peut-être demain l'évolution souhaitable à l'échelle du territoire de la Saône-et-Loire pour avoir un réseau qui soit le plus adapté aux envies de chaque collectivité, pour le dire autrement. Enfin, je pense que c'est aussi ce qui se joue dans ce travail-là, qui encore une fois est sur en plus un délai très court. Et voilà, mais pour moi, c'est le premier exercice. Et après, il va y avoir quand même des phases de consultation, il va y avoir tout un tas de choses. On a besoin de faire ce travail-là en première approche. Et c'est pour ça qu'on a aussi convié les EPCI qui, ben voilà, preuve en est, ont quand même des ressources dédiées et souvent nous disent, bah oui, les élus ils ont moins de temps, mais au moins il y a le chargé de mission qui peut au moins relayer, avoir conscience de l'enjeu du sujet, quoi. Je ne sais pas si ça répond totalement à la question, mais c'est important d'avoir cette compréhension. Concernant les ZAER, pour moi, la carte définitive n'est pas pour l'instant arrêtée, hein, Saône-et-Loire. Moi, j'ai en tête que pour la communauté de communes, finalement, il n'y avait qu'une dizaine de délibérations qui avaient été retenues par la DDT comme considérées conformes, hein, c'est-à-dire que voilà, les délibérations avaient intégré la concertation, etc. Donc, en fait, moi, j'ai beaucoup de communes, finalement, qui soit n'ont pas délibéré, soit voilà, leur définition de ZAER a été jugée non conforme par l'État. Voilà, donc je ne pense pas qu'en un mois et demi de temps, on peut rediscuter avec chacune de nos communes de leurs ZAER. Donc, je peux, moi, m'appuyer sur celles dont voilà, je peux remobiliser les communes qui ont défini leurs ZAER et qui ont été retenues par l'État. Pour le reste… Non, vous vous limitez pas à ça, en fait, parce que on sait très bien que on sait très bien en fait qu'un projet peut être monté même s'il n'est pas dans une ZER, et on sait aussi qu'un projet peut ne pas se faire même si une ZER a été définie. Donc ne vous limitez pas à seulement les ZER qui sont acceptés. Reposez-vous plutôt sur l'idée, sur l'envie, hein, comme disait Benjamin, sur l'envie des communes de réaliser un projet sur leur territoire. Peut-être en effet que la parcelle d'une commune qui a été identifiée par une commune, c'est peut-être pas là en fait que le projet va se faire parce qu'il n'est pas complètement adapté, mais il va se faire 2 km à côté. Et pour RTE, 2 km près, c'est comme si c'était la même parcelle, quoi. Donc ne vous limitez pas dans un premier temps à ce qui est accepté par la DDT, parce que voilà, un projet peut se faire même hors ZER. Partez plutôt de l'envie de réaliser quelque chose ou pas. Bon, écoutez, si j'aurais peut-être besoin d'appui de votre part. Avec plaisir, on est là pour ça. Les communes. Ouais. Pour information, j'ai été hier dans le Thunois là, avec Dracy, Cordès, Reclen. Voilà, c'est des infos que moi aussi je repasse. J'étais mercredi à Marcigny. Enfin, on passe l'info, hein. Je pense que c'est le but. Il faut que chacun s'empare du sujet. Et peut-être que les réponses de certaines communes seront très courtes. En fait, parfois, peut-être au détour d'un… Apparemment, vous aviez un conseil communautaire hier, mais non, nous, on n'en veut pas. Voilà, c'est sûr. C'est pour ça qu'on n'avait pas délibéré. Bon, c'est réglé. C'est que là, il n'y a pas d'envie. À l'inverse, il y a des communes qui sont déjà lancées dans des projets qui n'en veulent pas d'autres. Ça peut aller assez vite. Je sais qu'à Autun, par exemple, on sait qu'il y a des envies, ne serait-ce qu'en toiture, par exemple, aussi. Donc, voilà, entre là, nous trois, Bernard sur les toitures, enfin voilà, on a quand même pas mal de contacts avec beaucoup de collectivités. On passe le message, bien évidemment. Mais je pense, comme sur ce sujet-là, et vu l'importance, encore une fois, puisque sinon,
ça va être que les entreprises privées qui vont remonter des projets dont parfois les collectivités ne sont même pas au courant. Je pense que le sujet, c'est juste que ça passe par le plus de canaux possible pour que, et encore une fois, si finalement il y a une commune qui a oublié de déclarer, mais que celle d'à côté, elle va déclarer un truc et qu'en fait peut-être elle ne voulait pas, il faut bien avoir en tête que là, on est au stade de gisement. C'est d'avoir un ordre de grandeur de ce que le territoire souhaite. On n'est pas, in fine, à 200 kilos qui va faire la différence, ou 250 kilos d'une toiture ou pas, en plus ou en moins. L'un des éléments, il y a certains EPCI qui ont des PCAET. Je pense que c'est aussi de se baser sur ça, en fait, sur vos objectifs, où vous en êtes, et en fait de rappeler, nous, on a un PCAET qui à un moment a été validé politiquement. On n'est qu'à 50% d'atteinte des objectifs du PCAET. Si on additionne tous les projets qui sont sur le territoire, peut-être on arrive à 70. On estime, je ne sais pas moi, à 100 mégawatts par exemple. Je dis plus une bêtise, et puis je n'ai pas de PCI là en tête particulièrement pour l'exemple, mais on estime à 100 mégawatts le besoin, toute énergie renouvelable confondue sur le territoire. Donc, il faut qu'on arrive à déclarer un gisement à peu près équivalent à ça. Et le PCAET, pour moi, c'est aussi un outil qui, pour le coup, n'est pas très opérationnel, mais pour qui ce genre d'exercice peut permettre de dicter votre ligne de conduite et votre ligne directrice, quoi. Ouais. Est-ce que là, votre diaporama, on pourrait l'utiliser justement comme… Avec plaisir, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, on le mettra en ligne sur le site internet du CIDEL. On mettra en ligne également le fichier Excel. Comme prise de contact pour les communes, leur transférer et effectivement les mobiliser sur ce recensement, effectué. Ça pourrait être un point de départ. Et voilà. Après, une petite réunion, si c'est un besoin spécifique à l'échelle de l'EPCI aussi, entre guillemets, c'est des choses qui peuvent s'envisager. En présentiel, ça aide parfois. Il n'y aura pas les 55, mais même s'il y a 15 communes, c'est toujours la même chose. Il faut qu'on essaie d'en toucher le maximum pour qu'il y en ait le moins qui se retrouvent dans 3 ans à se dire, mais en fait, on a des projets, mais on ne peut pas les raccorder. On est les parents pauvres, encore une fois, et c'est ce qu'on cherche à éviter. Après, voilà. On n'est pas magicien, mais il faut essayer de défendre la position de la Saône-et-Loire et d'éviter des transferts de capacité aussi aux dépens de la Saône-et-Loire vers d'autres départements qui, jusqu'à présent, certes, ont une dynamique plus importante, mais qui, du coup, pénalisent notre territoire dans ses souhaits de transition énergétique. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être pouvoir clôturer. Donc, pour rappel, on va le mettre sur le site internet, le webinaire, comme ça vous aurez accès. Et puis, on pourra aussi… Je vous montre juste la suite pour que vous voyez en fait qu'est-ce qu'il y avait à la suite en annexe de la présentation. Donc, c'est vraiment des photos écran. Là, par exemple, c'est une photo écran de où est-ce qu'il faut cliquer une fois que vous êtes sur le site de RTE pour faire une demande de numéro d'IEC. Des photos écran, donc là, elles affichent peut-être petites, mais des informations qu'il faut saisir pour obtenir votre numéro de IC. Une fois ce numéro de IC obtenu, donc là, voilà, c'est dans ce déclaratif, c'est là où il faut cocher la case producer, donc quand vous serez producteur. Une fois que vous avez ce numéro de IC, on vous a mis un exemple de mail à envoyer à RTE pour obtenir l'habilitation du premier administrateur. Et une fois que vous avez la validation de votre premier administrateur, on vous explique même comment aller sur la plateforme de RTE où vous allez avoir des onglets supplémentaires qui vont s'afficher avec mes services, déclarer un projet. Et là, on a un pas à pas de tous les champs en fait qu'il faut saisir pour déclarer son projet. Avec le plus important en effet, c'est la puissance, l'origine en fait de l'énergie que vous allez raccorder, donc si c'est du photovoltaïque, de l'éolien, de l'hydraulique ou autre chose. Donc voilà, vous avez toutes les pages écran de la déclaration en fait du projet en mode unitaire. Et puis il y a même tout à la fin une photo écran en fait du tableur Excel qu'il faut saisir, donc du tableau CSV exactement, c'est un format bien spécifique, mais qui s'ouvre un peu avec Excel, qu'il faut saisir pour ensuite faire un recensement en masse en fait des projets. Donc voilà, ça c'est ce que vous avez à la suite du webinaire, mais je vous laisserai le regarder par vous-même.
Sachant que mon conseil, si vous n'avez qu'un projet ou même 2, 3, vous embêtez pas forcément à remplir le CSV, déclarez-les individuellement, vous gagnerez du temps. Que le CSV, il va falloir que tout soit parfaitement indiqué dedans. À la moindre erreur, dans le moment où vous allez le charger, ça va vous indiquer qu'il y a des erreurs. Donc, ça sera plus rapide de déclarer, si vous en avez un ou deux, de déclarer un ou deux projets. Oui. Monsieur Maillard, vous avez une question? Oui, donc une personne va, entre guillemets, ouvrir le portail pour la commune. Ça peut être le maire ou le directeur général des services, mais est-ce qu'ensuite, on pourra justement avoir plusieurs personnes de la commune qui auront accès pour faire le déclaratif? Non, c'est seulement le premier administrateur qui aura accès à l'aspect déclaratif. Donc, en fait, il faudra donner éventuellement le code et le mot de passe à la personne qui voudra. Ouais. C'est problématique. C'est pas très normal, quoi, justement, parce que je citais maire et DGS en disant, bon, ben, généralement, c'est un binôme, quoi. Mais voilà, quelque part. Après, c'est juste une adresse mail et un mot de passe. Hein. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez déclarer, vous déclarer en tant que premier administrateur, mais mettre l'adresse de la mairie et un mot de passe qui est communicable à tout le monde. Voilà. OK. Merci pour cette précision. Par contre, après, vous pouvez rattacher au compte plusieurs personnes, mais qui ne peuvent pas déclarer. Mais pour déclarer que vous faites partie de la même structure. Et là, tu peux très bien, Michel, toi, te rattacher ton compte personnel quand même pour être identifié via la commune. Et tu peux quand même avoir une vision de ce qui a été fait sur le compte, mais tu ne peux pas déclarer. C'est ça, il n'y a qu'une seule personne qui déclare. Par contre, on peut être plusieurs personnes à consulter et à voir ce qui est déclaré. Tout à fait. Okay. D'accord, ça marche. Merci. Bon, bah, merci à tous et bon après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Ouais, pour les EPC, c'est vrai que je suis en train de